Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans les Vendredis de la Recherche. On reprend cette année en 2024 les Vendredis de la Recherche pour encore une nouvelle année passée avec vous, à recevoir des chercheuses, des chercheurs qui nous parlent de leur activité. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Font. Bonjour Nicolas. Bonjour Yannick. Alors Nicolas, c'est quand même très particulier, on va pas faire de secret, Hmm. mais moi ça me fait super plaisir de te recevoir sur cette émission parce que on se connaît depuis très très longtemps. Pour rien vous cacher, moi j'ai rencontré Nicolas quand j'étais en première année de droit. Hmm. Nicolas était encore en train de faire sa thèse de doctorat et donner des TD De droit constit. de droit constit en première année. Et ensuite, pendant tout le reste de mon cursus aussi, je crois que tu as terminé ta thèse et tu es devenu maître de conférence pendant que moi j'étais encore en cours. Et on s'est jamais quitté, vraiment, en fait, Hmm. puisque ensuite, moi, j'ai fait un doctorat. Tu faisais pas partie de ma direction de thèse, mais tu étais très présent pendant mes travaux et tu m'aidais beaucoup aussi. Et ensuite, ben, on est devenus collègues, on travaille pour le même établissement. Donc, ça fait très longtemps qu'on se connaît et tu n'étais jamais venu sur Twitch. C'est quand même Hmm. terrible. Donc, merci beaucoup d'être là, vraiment. Ouais. Moi, ça me fait quelque chose que tu sois présent aujourd'hui. Et moi aussi, hein, je dois reconnaître que ça fait drôle de se faire interroger par Yannick, que je connais depuis longtemps et qui fait progresser au jour le jour la recherche et faire connaître la recherche de Nîmes. Donc bravo à lui. Merci, merci beaucoup. Donc, ben, bonjour à ceux qui nous regardent. N'hésitez pas dans le chat, j'ai un œil sur vous. Donc, si vous avez des questions, des remarques à faire, n'hésitez pas. On est là pour discuter avec vous aussi. Sans plus attendre, je te propose qu'on passe à la première rubrique, puisqu'elle a pour but de te présenter. C'est le qui es-tu, que fais-tu. Donc, je vais te poser la question très simplement, Nicolas. Qui es-tu, que fais-tu? Alors, je m'appelle Nicolas Font. Je suis enseignant-chercheur en droit public. Donc, j'enseigne le droit depuis 20 ans maintenant, puisque dans le cadre de ma thèse, j'ai fait des travaux dirigés en droit constitutionnel, en droit administratif. Et puis après, j'ai été recruté maître de conférence sur cette université en 2008. Et depuis 2008, donc, j'enseigne dans les amphithéâtres, les cours magistraux de droit administratif, de droit de la fonction publique. J'ai fait un peu de droit constitutionnel, j'ai fait pas mal de matières où j'ai beaucoup enseigné. Puis après, parallèlement, on fait de la recherche en droit. Et dans la recherche en droit, moi, je me suis spécialisé en droit de la fonction publique. Et donc, j'ai fait une thèse au départ qui était une comparaison entre la fonction publique et le droit du travail, c'est-à-dire le droit applicable aux salariés du secteur privé et le droit applicable aux fonctionnaires, pour voir s'il y avait des réelles différences ou des réels écarts, pour en tout cas mesurer ces écarts. Et depuis, j'ai jamais quitté ce sujet. C'est toujours été mon sujet de prédilection. Je suis resté à la fois sur la fonction publique et à la fois sur le rapport entre droit du travail et droit de la fonction publique. Mais merci. Donc, ouais, donc une thèse, tu l'as faite en combien de temps, ta thèse? Je l'ai fait en 5 ans. 5 ans, donc ce qui est une durée finalement pas très Assez, longue pour... assez normal en droit. ouais, assez normal, voire En même droit, pas très long. ouais, et puis il On y en a qui a... font plus long, il y en a qui font plus court aussi, mais c'est la En durée fait, moyenne. les thèses en 3 ans qu'on a l'habitude de voir en sciences sont quand même relativement rares en droit. Mm. Ça arrive, hein, mais c'est pas la majorité. Et 5 ans, c'est vrai qu'on est sur une moyenne. En vrai, parce que la particularité en droit par rapport aux sciences qu'on dit exactes ou dures, c'est que on n'a pas de protocole qui est défini à la base par le directeur de thèse. C'est le sujet est abordé par le thésard, et alors qu'il n'a été abordé par personne. Il est totalement inédit. Ouais. Par principe, pour qu'il puisse être un sujet de thèse, il faut qu'il soit inédit. Donc, obligatoirement, ça entraîne un champ d'investigation sur l'état de l'art qui est beaucoup plus important que celui qu'on connaît dans les sciences exactes. Et après, l'accompagnement se fait sur quelqu'un qui va créer une sorte d'œuvre originale. Donc, c'est vrai que c'est plus Ouais. long. Oui, c'est long. Et bonjour Imiest sur le chat. Effectivement. Donc, toi, tu avais fait ta thèse, c'était sur Aix, il me semble. Sur C'est ça? Aix-en-Provence, tout à fait. Moi, j'ai fait une grosse partie de mon cursus à Aix-en-Provence. J'ai fait 2 ans à Lyon. J'avais fait mon DUG à l'époque, parce que ça existait. Moi, j'ai des vieux diplômes, hein. Donc, j'avais fait un DUG, j'avais fait 2 ans Moi, à j'ai Lyon. pas de dog, hein, si Ouais, je jamais vous vous sais. posez la Ouais, question. il a directement eu la licence. Après, j'ai eu une licence qui était la 3e année. On la faisait en une seule année, la licence, à cette époque-là, mais on avait eu 2 ans de DUG avant. Donc, on était au Mm. même niveau. Et après, maîtrise et DEA. Et à partir de la licence, j'étais parti à Aix-en-Provence. J'ai fait mes 2 premières années à Lyon et le reste après à Aix-en-Provence. Et j'ai fait ma thèse à Aix-en-Provence. Et je suis venu ici pour faire des travaux dirigés au départ. Et puis, j'ai gravi les Oui, échelons. c'est ça. Et puis, tu n'as jamais quitté Nîmes. J'ai jamais quitté. J'ai jamais quitté.
Et alors, je vais te poser une question. Alors, c'est intéressant parce que le dernier vendredi de la recherche qu'on a fait juste avant la fermeture, c'était avec Vanessa Monteillet, qui est une de tes collègues, qui est directrice du département en droit éco-gestion, qui fait du droit aussi, mais du droit privé. Et donc, je lui ai demandé si elle pouvait nous expliquer un petit peu la différence entre droit public et droit privé. En tout cas, c'est une question qu'on a abordée. Est-ce que tu pourrais... Alors, c'est une question d'intelligence, ça. Oui, il y a quand même des critères Il y a des discriminants, critères discriminants. on peut en parler. Euh, mais est-ce que tu pourrais nous donner ton point de vue de publiciste du coup sur cette question-là et peut-être pour donner un peu plus d'infos, qu'est-ce qui t'a plu toi dans le droit public et pourquoi tu as plutôt choisi cette voie-là? Alors, la différence entre les deux, et après ce qui m'a plu. Ouais. La différence entre les deux, déjà, il faut partir d'un point commun, c'est-à-dire que le but du droit, c'est de faire en sorte que les individus vivent en paix. Et donc, qu'on mette en place des modes de résolution des conflits humains qui puissent permettre la résolution de ces conflits sans utiliser la force. Et donc, que ce soit du droit public ou du droit privé, le but, c'est de fixer des règles qui mettent en place des systèmes de prévention pour qu'on sache qui a tort, qui a raison, grosso modo. Et après, mettre en place des modes de résolution par des juges qui vont venir trancher les litiges sur la base de ces règles de droit qu'on a préalablement établies. Le droit public et le droit privé se distinguent parce qu'on reconnaît en vrai deux types de relations. Il y a les relations entre les individus qui sont considérés égaux. Il n'y a pas un individu qui vaut plus qu'un autre. Et donc, obligatoirement, les règles qu'on fixe sont des règles entre égaux. Et puis, il y a des relations qui se mettent en place entre les individus avec les institutions publiques, les administrations, qui là sont fondées sur un rapport d'inégalité. Et ce rapport d'inégalité veut que, d'une certaine manière, les personnes publiques priment sur les personnes privées, les particuliers. Pourquoi ? Parce que les personnes publiques poursuivent l'intérêt général et que les particuliers poursuivent leurs propres intérêts. Donc à un moment ou à un autre, l'intérêt général va primer sur les intérêts particuliers. Et on a donc tout un corps de règles qui est fondé sur cette inégalité de fait existant entre l'administration et les particuliers. Ce qui fait que là, le droit public, il ressemble au droit privé parce qu'il a le même but, mais à un moment ou à un autre, il a une philosophie qui est différente, c'est-à-dire qu'il cherche à faire en sorte que cette inégalité puisse être conservée, parce qu'elle est constitutive, mais qu'elle n'excède pas, qu'elle ne déborde pas au-delà des limites acceptables. Et donc, c'est pour ça, si on parle d'excès de pouvoir en droit public, c'est-à-dire qu'on essaie de voir si le pouvoir n'excède pas, si l'administration n'excède pas ses Oui, pouvoirs. c'est normal que l'administration ait une position supérieure, mais il faut que ça reste dans une certaine proportion, une certaine mesure pour que ce soit acceptable pour la société, pour assurer la paix sociale, encore une fois, dont tu parlais juste avant. Tout à fait. Et pourquoi moi j'ai aimé ça, c'est parce que justement, il y avait cette dimension de protection de l'intérêt général, moi, qui m'a toujours interpellé. Se dire qu'à un moment ou à un autre, eh bien, on vit en collectivité, on vit en groupe, et donc obligatoirement, on vit dans une collectivité, et que dans cette collectivité, il y a nécessairement une autorité. Et c'est la raison d'être de cette autorité, c'est pas parce qu'elle est l'autorité, c'est parce qu'elle poursuit l'intérêt général. Et donc c'est cette dimension-là, moi, qui m'a toujours interpellé, et j'ai toujours trouvé que toutes les questions qui se posaient autour de ça étaient intéressantes. Oui, c'est vrai que, pour partager, puisque je suis publiciste aussi à l'origine, et c'est vrai que ce point-là est hyper intéressant de voir qu'il y a un déséquilibre qui doit rester dans certaine un mesure. caractère équitable quand même. Donc c'est jouer avec des règles pas habituelles qui ne sont pas forcément intuitives aussi en droit public, puisque quand on parle de quelque chose qui au fond est déséquilibré, c'est pas forcément intuitif dans une société démocratique comme mais qui paraît nécessairement injuste. Oui, complètement. Et c'est perçu de manière très injuste par les particuliers, souvent dans le cadre de litiges où on ne comprend pas pourquoi l'administration peut faire ce genre de choses-là. Voilà. Et donc ça, c'est tout le rôle du droit public de l'organiser. Eh bien, merci. Je pense qu'on va passer à la rubrique d'après, parce qu'elle va nous permettre d'aller un petit peu plus au fond de cette question-là. Cette rubrique, c'est le « à quoi ça sert ce que tu fais ?» Et alors, tout simplement, c'est une question qui est très difficile. En droit, je la trouve très difficile, et je pense que si elle est présente dans cette émission, cette rubrique, c'est aussi parce que je trouve que la question est très difficile de mon point de vue de juriste. Et donc, j'adore avoir les retours des chercheurs sur cette question. Des chercheurs. La recherche en droit. Alors, la recherche en droit... Ou ta recherche à toi. Ou ma recherche tu prends la question comme tu le souhaites. Alors, je vais plutôt parler de la recherche en droit parce que c'est plus là-dessus que les gens sont surpris, même qu'il puisse y avoir de la recherche en droit et qu'on ait besoin d'avoir une expertise sur la matière juridique. Alors, il faut savoir que
le principe du droit, c'est donc résoudre les conflits humains. Ces conflits humains, ils sont inhérents aux sociétés. C'est-à-dire qu'on peut avoir des conflits qui sont, on va dire, très particuliers dans une société qui n'existent pas dans d'autres. Que ce soit des conflits familiaux, des conflits sociaux, des conflits de toute nature. Et donc, le droit est comme ça une matière qui va fixer des règles générales. Donc, on va avoir un législateur qui va intervenir le plus souvent, qui va fixer des règles. On va avoir un juge qui va interpréter ces règles. Mais l'interprétation et les règles telles qu'elles sont fixées, au moment où elles interviennent, elles vont être avec l'esprit de leur temps, mais il faut les faire évoluer. Et le but de la recherche en droit, c'est justement de mesurer cette adaptabilité le plus souvent des règles, de la jurisprudence, c'est-à-dire des décisions du juge, au regard des circonstances actuelles. Et donc, on avance comme ça. C'est pour ça que on a une matière, on est à la fois entre la sociologie, la littérature, on est dans une dimension ici de connaissance de la société qui s'affine au fur et à mesure du temps. Et donc, en fonction des problématiques, on arrive à déterminer des prédictions ou des compréhensions, plutôt des modes de compréhension de la société. Et moi, sur ce que je fais, par exemple, sur la fonction publique, généralement, je travaille sur un statut qui a 40 ans. Même en vrai, c'est un statut qui a même plus que 40 ans, puisque le statut, il a même 80 ans. Et ce statut qui a 80 ans, il s'applique encore aujourd'hui sur des situations alors que le corps social a complètement été modifié. C'est-à-dire que les volontés des individus, ce qu'ils souhaitent, est totalement différent. Et là, bien évidemment, il y a une question d'adaptabilité. Donc, ça pose à la fois des grandes questions et des petites questions. Grande question, est-ce que le statut est toujours adapté ? Petite question, est-ce qu'on aurait besoin d'une règle pour déterminer les conditions de travail, la journée de travail, la durée, les temps de pause, etc. Donc ça peut... Oui, et puis les évolutions liées à l'évolution de la société aussi, des conditions de travail, les évolutions liées au droit du travail en droit privé aussi. Bah oui, tout à fait, parce que c'est Il pareil. ne peut pas y avoir d'inéquité totale. Il faut imaginer que le premier statut, il est de 1946, il a simplement été agrémenté au fur et à mesure du temps. Donc en vrai, on l'a vraiment jamais changé dans sa profondeur, on l'a juste amélioré au fur et à mesure du temps. Et en 1946, il n'existait pas le télétravail, il n'existait pas Internet, la subordination était totalement différente. Les gens allaient au travail, ils repartaient. Là, maintenant, aujourd'hui, celui qui travaille, la plupart du temps, ben, quand vous êtes dans des niveaux d'encadrement, vous êtes même amené à travailler de chez vous parce que vous recevez des mails, vous répondez, etc. Donc Oui, la question de la déconnexion, c'était quelque chose qu'on ne se posait pas comme question en 1946. oui. Et puis, bon, tout un tas de questions très actuelles aussi Oui. qu'on se pose et qui font irruption dans le débat travail dans la fonction publique. Ouais, l'obligation vaccinale, etc. etc. Il y a eu pas mal de débats là-dessus. J'y pense, puisque en fait, on a quand même posé cette question pour annoncer le live. Et comme ça nous permettra de faire le parallèle avec la suite de ce qui nous attend. Et puis c'est une question qui est marrante. En fait, on a regardé un petit peu toutes les idées préconçues qu'on pouvait avoir sur les fonctionnaires pour trouver quelque chose de marrant à annoncer. Et une des idées préconçues, c'est qu'il y a trop de fonctionnaires. Est-ce que, alors, c'est pas vraiment le cœur de ton travail de recherche, mais j'imagine que tu as une opinion là-dessus. Alors, une opinion, non. Parce que, en vrai, ça dépend de comment on prend les choses. Fonctionnaire, c'est une catégorie de travailleurs particuliers avec un système de protection. Que l'administration ait besoin de travailleurs, ça c'est un fait. Hein. Et que l'administration et beaucoup d'administrations manquent de personnel, ça aussi c'est un fait. Quand on prend l'éducation, l'enseignement, Enseignement la supérieur. police, ouais, l'enseignement supérieur, la police, la magistrature, enfin les juridictions, les tribunaux, enfin il manque du monde de partout, quoi. Et très clairement, un grand nombre de difficultés et de lourdeurs qu'on pourrait attribuer à l'administration viennent du fait que l'administration manque de plus en plus de personnel. Ce manque de personnel, il est un fait. Après, est-ce qu'on le combat autrement? Ça, c'est aux politiques de décider. Après, est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires? Fonctionnaire, c'est un statut protecteur. Est-ce qu'on a besoin d'un statut protecteur pour travailler pour le compte de l'administration? Ça, c'est une question. Mais la réponse, après, elle est très politique. Hein. Elle est très politique. C'est-à-dire que soit on considère qu'on a besoin d'avoir des agents qui sont dévoués à l'administration, et donc qui sont là pour faire leur carrière au sein de l'administration. Et dans ces cas-là, on ne peut pas imaginer
autre chose qu'un statut particulier, un régime particulier pour eux, parce qu'on va leur interdire de travailler ailleurs, on va leur demander de prendre en compte l'intérêt général. Et puis, si on veut simplement des travailleurs, du personnel qui puissent venir et qui puissent passer de l'administration au secteur privé assez librement, sans forcément qu'il y ait de difficultés, dans ces cas-là, le statut de fonctionnaire n'a aucun sens. Donc, tout dépend de ce qu'on veut, quoi. Oui, tout dépend de comment on entend la question aussi. J'ai bien vu la petite pirouette, mais, Ouais, ouais. mais elle était belle, belle Ouais, réception. belle réception, Il n'y t'as a vu ça? pas de problème. Donc oui, bah mais en fait, elle est intéressante ta réponse, justement parce qu'elle montre que ces questions-là, elles soulèvent d'autres questions. La question qu'on se pose dans le grand public quand il y a trop de fonctionnaires, c'est en gros les agents. La force masse salariale coûte trop cher à l'État, donc il y a trop de monde qui travaille. Ouais, Mais ça pose aussi d'autres questions sur les statuts, de comment on veut que les gens travaillent, dans quelles conditions, sous quel statut, effectivement. tout à fait. Mais après, c'est la question, c'est les missions de l'État. C'est est-ce qu'on veut que l'État occupe tous les champs qu'il occupe actuellement ou est-ce qu'on veut pas? Oui, Tout est là. oui c'est Enfin, ça. C'est trop pour quoi on faire. peut imaginer des universités privées, c'est tout à fait. Il y en a qui le font. Hein. Pour moi, c'est pas un modèle idéal, mais après, c'est très personnel. Oui, oui, c'est après. Là, ça relève de l'opinion, là, pour le Ça coup. relève Oui. de Oui, l'opinion et de la dimension politique oui. des choix, quoi. Oui, oui. Complètement. D'ailleurs, ça me fait penser, je pense que peut-être certaines personnes qui suivent le live sont pas forcément très au fait de ces points-là, mais juste pour clarifier, on parle de statut de la fonction publique. Donc en fait, les fonctionnaires n'ont pas de contrat de travail. Les fonctionnaires n'ont pas de contrat. C'est les salariés ont des contrats. Les fonctionnaires n'ont pas de contrat. Ils sont nommés sur leur emploi. Ils sont titularisés dans un grade. C'est l'employeur, en vrai, qui les intègre dans leur personnel. Voilà. Et en fait, toutes les choses qui sont prévues dans le contrat de travail pour les personnes qui travaillent dans le privé et certaines personnes qui travaillent dans le secteur public aussi et qui sont contractuelles, hein, donc qui ont des contrats de travail, ben, tout ça, c'est prévu par le statut. C'est prévu par le statut. Il n'y a pas de possibilité de négociation individuelle de ce point de vue-là. On ne peut pas négocier son salaire dans la fonction publique quand on est fonctionnaire. On ne peut pas négocier son poste de travail. On ne peut pas négocier quoi que ce soit. Simplement, on accepte de travailler pour le compte de l'administration, qui après nous offre un certain nombre de garanties pour permettre notre acceptation ou notre subordination à l'administration. Oui, c'est ça. Donc il y a quand même moins de liberté. Il y a des obligations spécifiques aussi pour les fonctionnaires. Et je vois qu'Avignonensis nous demande ce que les agences immobilières ont parfois du mal à comprendre. Qu'on n'ait pas de contrat de travail. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, je n'avais pas compris la question, mais oui. Mais ça, c'est même les banques, des fois, ont du mal à comprendre. Oui. Les banques ont du mal à comprendre puisqu'ils demandent la production d'un contrat à durée indéterminée. Or, dans l'administration, ce qu'on présente, c'est son arrêté, quoi. Ouais. Son arrêté de nomination. de nomination, titularisation. C'est ça, effectivement. C'est parce que c'était pas une question, il nous dit. Excuse-nous, Avignonensis. Mais c'était une bonne remarque. Mais il y avait effectivement pas de point d'interrogation. J'avais mal lu. C'est une bonne remarque. Très bien. Je pense qu'on va passer du coup au thème principal, puisqu'on a un peu débroussaillé un petit peu ce que c'était que le statut de la fonction publique, le fait que c'est une situation réglementaire qu'on a avec les agents et statutaires et pas une situation de contrat. Et donc tu prépares quelques activités pour l'année 2024, mais on va y revenir très longuement parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur ton année 2024. Et notamment un événement pour célébrer les 40 ans de notre beau statut de la fonction publique territoriale. Tout à fait. Tout à fait. On organise à la date anniversaire du statut de la fonction publique territoriale, le 26 janvier 2024, un colloque sur les 40 ans de la fonction publique territoriale. Alors juste pour vulgariser, pour ceux qui ne savent pas, dans la fonction publique, le statut général existe depuis 1946, mais pour les agents de l'État. Et la fonction publique territoriale a été créée en 1984 en s'appuyant sur le statut des fonctionnaires de l'État. Et donc, depuis 40 ans, on a une fonction publique territoriale qui existe avec des fonctionnaires territoriaux. Et le but de ce colloque, c'est de faire le bilan de cette fonction publique. Et elle a quelques particularités qu'on verra le jour du colloque, sur lesquelles on peut revenir si tu veux, Yannick. Mais elle a quelques particularités. Et on va se poser la question de savoir si, à partir de ces particularités, on n'aurait pas le moyen de réformer la fonction publique de manière générale, même celle applicable à l'État. Et donc, pour cela, on fait venir deux professeurs réputés en droit de la fonction publique, qui sont Emmanuel Aubin et Anthony Taillefer. Et
on est 3 ni moi à travailler sur le sujet et à présenter des interventions sur le sujet, justement, sur savoir si la fonction publique territoriale ne serait pas un modèle d'avenir pour les relations de travail dans le secteur public. Peut-être donner quand même un exemple ou deux des différences, parce que oui, il y a plusieurs fonctions publiques, donc il y a des différences de fonctionnement. Alors, Peut-être au niveau du recrutement, c'est au peut-être ce niveau qui va du parler recru- le plus Au niveau du aux recrutement, gens. il y a une grosse différence entre la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale. Dans la fonction publique d'État, le mode de recrutement principal pour être fonctionnaire, c'est le concours. Vous réussissez un concours et généralement, derrière, vous allez être nommé dans une administration d'État. Soit vous allez faire l'école de formation qui est attachée à votre concours, soit vous allez directement être nommé sur votre poste. Et pendant 1 an, vous allez être stagiaire et à la fin, vous serez sans doute titularisé. Alors, stagiaire, c'est pas comme un stagiaire dans le cadre de Ouais. vos études, hein, c'est un statut C'est particulier, un c'est statut comme une particulier. période d'essai en Voilà, c'est une réalité. sorte de grande période d'essai pour la Mm. fonction publique, puisque la période d'essai dure forcément 1 an. Et dans ces cas-là, on est la qualité de fonctionnaire stagiaire. Dans la fonction publique territoriale, la réussite du concours ne suffit pas, puisque les concours ouvrent l'accès aux emplois dans les collectivités territoriales. Or, les collectivités territoriales, elles peuvent choisir librement leur personnel. Donc on ne peut pas leur imposer quelqu'un qui a réussi le concours, il faut qu'elles le recrutent. Et donc il y a une deuxième phase dans la fonction publique territoriale, c'est une fois qu'on a réussi le concours, on doit se faire recruter par une collectivité territoriale, une commune, un département, une région, un établissement public de coopération intercommunale comme une communauté de communes ou une communauté d'agglomération. Et ce qui fait que il y a déjà une relation qui se met en place parce que l'employeur public local a choisi véritablement l'agent qui travaille pour lui. Ce qui n'est pas le cas dans une administration d'État où vous avez une direction, vous avez quelqu'un qui a été nommé parce que c'est à la suite de la réussite du concours. Donc c'est plus facile de mettre en place des politiques publiques, par exemple. Oui. On a effectivement dans la fonction publique de l'État encore alors, c'est pas pour tous les postes dans la fonction publique de l'État, mais quand même, c'est majoritaire. Voilà, en fonction du classement que vous obtenez à la réussite du concours, c'est vous l'agence choisissez plus ou moins votre poste dans une liste de postes vacants qui est diffusée auprès des lauréats. C'est ça, ouais, c'est plus. Alors, c'est pas dans toutes les administrations, mais ça existe Non, encore beaucoup. oui, oui. Mais voilà, donc la personne qui arrive n'est pas forcément celle qui avait le plus d'expérience, le plus adapté au Oui, c'est poste. quelqu'un qui avait les qualités pour réussir les épreuves du concours. Tout à fait, qui a Mais sans doute les qualités pour occuper l'emploi, parce que nécessairement l'un va avec l'autre, mais au moment T où il est pris, il n'a pas forcément les meilleures compétences pour exercer l'emploi sur lequel il est placé. oui, complètement. Et moi, je me pose une question là-dessus. Du coup, si on se pose la question de la fonction publique territoriale, ce statut-là peut-il permettre de faire évoluer la fonction publique de l'État? Pour moi, il y a quand même un point négatif majeur à ça, c'est que les processus de recrutement sont super longs parce qu'il faut que les gens... Enfin, en tout cas, le processus pour obtenir un emploi est très long puisqu'il faut passer le concours, ensuite aller faire un défilé dans toutes les collectivités pour arriver à obtenir un emploi. Est-ce que c'est pas... Alors, ça dépend. Ça dépend parce qu'il y a des endroits où les collectivités cherchent beaucoup. Donc, la réussite du concours entraîne pratiquement derrière immédiatement l'emploi et l'agent est plutôt en situation de choix. D'accord. C'est le cas, par exemple, sur les agents de catégorie A, c'est-à-dire les agents d'encadrement. Il y a un manque très très fort d'agents d'encadrement parce que la pyramide des âges est extrêmement favorable pour les lauréats des concours actuellement. Et donc, ils ont souvent le choix de l'emploi. C'est pas un choix immense. Oui. C'est pas, vous n'avez pas des ponts d'or qui vous sont offerts, mais sur des postes, sur des fois des niveaux de rémunération un peu supérieurs, il est tout à fait possible d'arriver dans des endroits beaucoup plus ou moins agréables, plus ou moins choisis. Par contre, quand on descend dans les catégories, que ce soit B et C, là, par contre, la vraie difficulté se pose. C'est-à-dire que quelqu'un qui a réussi un concours d'adjoint administratif, c'est difficile pour lui de trouver un poste. Et là, vraiment, c'est le tour des collectivités. Et puis, il arrive ce qu'on appelle les collets reçus de la fonction publique territoriale. C'est des gens qui ont réussi le concours, mais qui n'ont jamais trouvé de poste. Mais parce que quand on réussit le concours, on a le bénéfice en général, c'est quoi? C'est 3 ans? C'est 3 ans. 3 ans. Pendant 3 ans, on a le bénéfice du concours, donc on a 3 ans pour trouver un poste. Si à l'issue des 3 ans, on n'a pas trouvé, on perd le bénéfice du concours. On est inscrit sur une liste, ouais. Alors après, il y a tout un ensemble d'effets. C'est justement l'objet du colloque. C'est-à-dire qu'à partir de ce mode de recrutement, effectivement, il peut y avoir des difficultés d'accès aux emplois, où il peut y avoir des choix plus ou moins heureux qui sont faits par les agents. Mais derrière, ce qui va se mettre en place, c'est un lien particulier avec le politique. Dans la fonction publique d'État, il n'y a pas de lien avec le politique. Et on le voit bien dans les administrations, on a
On a vécu le remaniement. On a vécu hier. un remaniement hier. Vous avez un ministre qui arrive. Il était au sport, il a l'éducation nationale. Du jour au lendemain. Et dans 2 ans, 3 ans maximum, la personne sera partie. Et donc, le politique et la manière d'imprimer la politique, c'est-à-dire les choix d'orientation que doivent prendre une administration, peuvent rencontrer la réticence des agents qui sont en place, parce que les agents, eux, restent et demeurent. Oui. Ils sont dans une administration territoriale, dans une collectivité territoriale, il y a déjà un choix qui est fait par l'autorité politique des agents. Alors, quand vous êtes dans des grandes collectivités, ce choix, il est plus ou moins éloigné, mais quand vous êtes dans des petites collectivités, ou quand vous avez un maire qui choisit son secrétaire de mairie, il l'a choisi entre d'autres personnes et ça va être, ils vont être des très proches collaborateurs. Et donc, le lien avec le politique est beaucoup plus fort, ce qui fait que les orientations qui peuvent être décidées de gestion peuvent tout à fait avoir une retranscription immédiate dans la filière administrative avec les agents qui mettent en œuvre vraiment les politiques qui sont voulues par les élus. Donc, est-ce que c'est un bénéfice? Pour moi, oui, mais est-ce que c'en est vraiment un? Ça, c'est une question qu'on peut se poser, quoi. Ok. Non, mais c'est intéressant comme. En tout cas, le sujet est vraiment passionnant pour arriver à avoir un peu de perspective sur l'état de la fonction publique de manière générale et les pistes d'évolution qu'on peut envisager. Mais il faut venir voir justement le vendredi 26 janvier. Et j'allais en venir Amphi A1. Donc, après, vous aurez bien sûr sur le site web de l'université toutes les informations qui seront rappelées, mais pour ceux qui sont déjà présents, donc c'est Amphi A1, c'est les horaires à peu Alors, près. ça commence à 9h l'accueil, ça finit à 12h30 à peu près. C'est juste une matinée. Une matinée à consacrer à la fonction publique. Ouais. Donc, avec des invités de prestige, j'ai retenu Emmanuel Aubin et Anthony Taillefer. Anthony Taillefer, pardon, oui. Donc, ils sont deux personnes de grande renommée sur ces thématiques-là. Bon, c'est des spécialistes vraiment depuis des années de la discipline. Donc, c'est toujours un plaisir aussi d'accueillir des personnes de cet acabit et puis d'avoir la possibilité de les écouter, de leur poser quelques questions. Donc, vraiment, on vous encourage à assister à cet événement-là. Il n'y aura pas d'inscription? Il n'y a pas d'inscription, l'entrée est libre. Entrée libre, donc... Juste libre. Notez-le sur l'agenda. Pour les avocats, ça rentre au titre de la formation continue pour ceux qui écoutent, s'il y a des avocats. Très bien. On fera passer le message. De toute façon, c'est marqué sur les affiches et sur les programmes. Très bien. Et le colloque est organisé en partenariat, ça c'est important à dire, avec le tribunal administratif de Nîmes et l'ordre des avocats de Nîmes. D'accord, très bien. Eh bien. Merci à eux en tout cas de s'associer aussi à cet événement, mais on sait que c'est des partenaires forts de l'université et qui sont souvent présents à nos côtés pour ce type d'événement-là, et c'est toujours super agréable de pouvoir compter sur ces partenaires. Oui, c'est très important en plus pour nous qu'à la fois ils participent et puis qu'ils valident aussi le fait qu'on puisse avoir des manifestations qui les intéressent directement. Donc là, on voit vraiment les professionnels du droit qui sont intéressés par le sujet. Tout à fait. Est-ce qu'il y a autre chose à dire qu'on n'aurait pas dit sur cet événement? Une dernière chose à dire là qui me vient aussi, c'est le colloque est publié dès le 26 janvier, c'est-à-dire qu'il y a une revue juridique qui va publier les actes du colloque le jour où le colloque interviendra. Donc il y a un gros travail en amont. Il y a eu un gros travail en amont, donc le 26 janvier, c'est l'actualité juridique des collectivités territoriales, qui est une revue d'Alloz, qui publie les actes du colloque. Donc on pourra avoir... Il y a combien d'interventions? Il y a 5 interventions, mais il y en a 4 qui sont publiées sur les 5. D'accord, donc ça fait quand même une... Et c'est dans la revue ou c'est un... Dans la revue. Ok, c'est dans la revue. Dans le périodique normal. C'est dans le périodique normal, c'est le dossier du mois de janvier 2024. Félicitations, parce que c'est quand même... faire une publication le jour même, déjà, c'est un sacré challenge en termes d'organisation. Le faire à la JCT, chez Dalloz, c'est encore un autre challenge. Donc vraiment, félicitations pour ça, parce que ça contribue vraiment aussi à faire connaître notre recherche à l'université, même si là c'est en collaboration avec d'autres personnes, mais c'est ça la recherche, c'est de travailler en collaboration avec des gens de toute façon. Tout à fait. Donc c'est vraiment une super réussite avant même que ça ait commencé. Ça fait plaisir quand ça se passe comme ça. Ouais, ça se passe bien, donc c'est chouette. Pour la suite,
Alors là, Ouais. c'est rubrique surprise pour Nicolas qui connaît pas bien l'émission, mais on a déjà réglé nos comptes, hein, vous inquiétez pas. La prochaine rubrique, ce sera la rubrique des questions gênantes. D'accord. Et pour ne rien te cacher, tu aurais pu avoir des informations sur cette rubrique-là si Mais tu tu avais le- regardé tes mails. Parce que je t'ai envoyé un mail en début de semaine pour t'expliquer toutes les rubriques. Mais j'ai compris tout à l'heure que tu ne l'avais pas regardé. Moi, j'ai fait ça, moi. Non, alors je pense que c'est parce que j'ai pas dû cliquer sur envoyer. Ouais, je pense aussi. Voilà, Je pense. Ou c'est tombé dans les spams. je m'excuse. Ouais, C'est c'est tombé dans vrai la que boîte de spam. souvent j'ai un nom qui Non, génère un placement dans les spams. non, j'ai vu que c'était toi, j'ai pas répondu. Ok, d'accord. Donc pour cette rubrique, je te remets le Joker. D'accord. Tu peux l'utiliser autant de fois que tu veux. Un dé. Mhm. Ce dé va déterminer, il y a des questions dans la casquette Unime. Ce dé va déterminer le nombre de questions auxquelles tu devras répondre dans le cadre de cette rubrique. Alors les questions ne sont pas vraiment gênantes, c'est des questions plutôt insolites sur l'activité de chercheur. D'accord. Un 5. joli 5. Sache d'ores et déjà qu'il y aura une question surprise en plus. D'accord. Donc vas-y, je te laisse piocher, question tu lis surprise. ou je te le question lis. surprise. Oui. Qu'est-ce qui te surprend le plus chez tes collègues? Alors tu peux donner des noms, hein. Je peux donner des noms? Par contre, Avignonensis n'est pas d'accord, hein. Autant de fois qu'il veut, une fois seulement pour le Joker. D'accord. Donc peut-être qu'est-ce qui te surprend le plus chez Avignonensis Histoire de régler les comptes directement. Je sais pas qui c'est, mais en tout cas, c'était une très belle. Ah, qu'est-ce qui me surprend le plus? Alors moi, ce qui me surprend le plus, c'est chez les historiens du droit. Ah. Ouais. Ils ont une capacité à faire des blagues en latin, moi, qui m'a toujours impressionné. Et est-ce qu'il y a des exemples? Ben non, parce qu'on ne les retient pas, parce que personne ne comprend. Non, ben non, on les retient Mais pas, oui. et on trouve pas ça drôle en plus. Donc, C'est terrible. une capacité à faire des bides en vrai. Oui. Non, j'ai jamais été trop surpris, j'avoue, par mes collègues. Alors des fois, je peux être surpris par des analyses enfin, une manière de penser les choses. Il nous dit ce qui est bien, c'est que c'est la même vanne depuis 15 ans. Ouais, Et pourtant, il est toujours pas en latin, hein. ouais, et pourtant, elle est toujours pas en latin, mais elle marche bien. Elle marche très bien en amphi. On peut la faire même plusieurs fois au même groupe et elle marche toujours. Non, j'ai jamais été trop surpris par mes collègues, de manière générale. Après, c'est les rapports humains. Donc, Oui, bien sûr. Non, mais il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, à ce Ouais. genre de questions. Mais, Il y a aucune après, pression. dans les rapports humains, tu te dis, bah voilà, il n'a pas fait preuve d'intelligence. Non, mais ça peut être surpris positivement aussi, hein. Surpris positivement, mais la plupart du temps, surpris positivement. Oui. Non, j'ai fait des belles rencontres, moi, à l'université, de manière générale. Même chez les historiens du droit. Ça finit sur une touche sentimentale, Mhm. bravo. Petite deuxième question, pardon. Je Deuxième tends la question. casquette et pas le dé, puisque pas d'utilité. Donne un inconvénient de ton métier. L'inconvénient de mon métier? Tu as reçu un cœur. Ah, de Avignon 26. C'est ça. Avignonensis. T'as du latin encore. Ouais, un Qui inconvénient. suggère les copies d'ailleurs. Alors, honnêtement, je trouve pas beaucoup d'inconvénients à ce métier. On a une liberté de travail. On n'est pas soumis à. Alors, on a des pressions, mais c'est des pressions qui sont acceptables. C'est-à-dire rendre ses copies. Enfin, c'est au moment où il faut les rendre, faire les cours quand on doit les faire. Enfin, il n'y a pas de. Et puis, on a le temps de réfléchir, on a le temps de penser. Enfin, Et puis après, c'est vrai que si on rentre un peu plus dans les charges administratives de l'université, bah, on est un peu plus tenu dans une NAS, mais souvent c'est soit la personnalité, soit des choix qu'on a fait. Donc c'est pas, il y a pas de contraintes, il y a pas de contraintes qui me paraissent en tout cas être un inconvénient. Ou je dirais, bah non, ne rentrez pas dans ce métier-là, c'est un inconvénient. C'est difficile d'y rentrer. Une fois qu'on y est, il faut reconnaître que c'est un beau métier. On instruit des jeunes gens, on leur donne de la culture, on les forme. Après, on réfléchit sur des sujets, et généralement, c'est des sujets qu'on a choisis. Donc, et puis même quand on travaille pour le compte de la collectivité, on fait progresser la collectivité. Donc, il y a un côté agréable à la chose aussi, hein. Même s'il y a des petites frustrations, mais il y a un côté agréable.
Donc, des inconvénients, j'en vois pas, en vrai. Ok, merci beaucoup. Troisième question. Troisième question. J'aurais dû regarder quand même. Surtout que c'est quand même un peu les mêmes qui tournent. Si tu pouvais ajouter quelque chose à ton CV, ça serait quoi? Dans quel sens? N'importe C'est quoi. une question ouverte. C'est une question Oui, ouverte. oui. Je trouve que Si- c'est justement ce Si qui est bien j'avais- dans cette question. Si j'avais une qualité autre, une compétence autre, Si tu pouvais rajouter un truc là aujourd'hui dans ton CV, mais il y a plein de choses qui peuvent rentrer dans un CV. quelque chose qui n'existe pas, mais que. Oui, que tu aimerais bien pouvoir, ou qui existe mais que tu n'as pas mis, genre tu es fier d'un petit truc, c'est pas vraiment très utile dans un Ah, cadre professionnel, moi, mais tu aimerais bien le mettre. Comme tu veux. Moi, j'aimerais être bilingue, mais je suis incapable. Je parle un anglais absolument déplorable. Un espagnol qui dépend vraiment pas, vraiment pas de mes études, mais plus de mon taux d'alcoolémie, Oh, yeah. mais non, non, Avec non, modération. avec modération, mais évidemment. Mais non, voilà, donc je ne cherche pas j'aurais Donc aimé être bilingue, bilingue. ouais. J'aurais aimé Ouais. être bilingue. J'aurais aimé pouvoir mettre sur mon CV anglais, lu, écrit, parlé, Oui. totalement maîtrisé, Oui, bien. ou espagnol, ou et puis même des fois, je sens que ça, par contre, on peut avoir des plus belles carrières encore si on maîtrise une langue étrangère. Même Oui. endroit. Oui, oui. Ah, mais clairement, clairement. Enfin, Donc moi, je peux témoigner. Enfin, ça ferme des portes. Hein. voilà, un cursus de droit, je me retrouve quand même régulièrement dans des situations où je suis dans des échanges 100% en anglais pendant plusieurs heures. Et si on ne peut pas suivre, alors je ne suis pas bilingue, mais je me débrouille. Mais voilà, il faut avoir un niveau minimum de se débrouiller pour comprendre, pour pouvoir suivre des échanges et participer. C'est hyper important. Ça, c'est un très bon conseil, effectivement. Quatrième question. Quelle action tu souhaiterais mettre en place qui n'existe pas à l'université? Là, on pioche des idées, hein, clairement. Ouais. Ou quelque chose qui n'a pas été possible. Tu te dis, bah, finalement, j'aurais bien aimé, mais bon, pour des bonnes raisons, ça n'a pas été possible. Mais... J'avoue que là, je vais mettre jetière. Parce Ouais, que j'ai pas d'idée. pas d'idée. Tu veux remplacer? Je vais remplacer. Allez. Ça va faire 6, ça. Hein. Ça fait. Ouais, oui, mais bon, c'est pour le beau jeu. Sur quoi procrastines-tu le plus? Alors, j'avoue. Question en 3 axes. Réponse en 3 axes. Non, réponse en un seul axe. Réponse en un seul axe. Ce qui m'est le plus coûteux et sur lequel finalement je vais le plus procrastiner, c'est quand je rédige un article. Je commence, je réfléchis, je rédige un peu, puis je m'arrête, je fais autre chose, et je reviens, et je rédige. Voilà, donc là, il y a un effet procrastination. Accouchement dans la souffrance. Ouais, hein, accouchement dans la souffrance. Il y a aussi des fois accouchement dans la souffrance, c'est corriger les copies aussi. Ça là aussi, c'est un accouchement dans la souffrance où il peut arriver, mais généralement, on est tenu par des délais, donc on n'a pas le temps de procrastiner. Mais c'est vrai que quand on rédige un article, on a un petit peu le temps, ben, on le prend. Après, c'est aussi gage de qualité. De se donner le temps de. Non, alors peut-être pas. Voilà, hein, je ne vis pas au quotidien avec toi. Je ne sais pas à quel point. Non, en vrai, c'est juste parce que voilà, pour moi, c'est un exercice qui demande de la précision, qui demande de la rigueur. Et puis à un moment ou à un autre, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais il y a une question de talent aussi. Donc, il faut que ça matche, il faut que ça soit joli. Il y a un exercice de littérature aussi. Il y a un exercice de littérature, il y a un exercice de style. Il faut écrire, il faut être un peu inspiré sur les tournures de phrases, sur comment aborder un sujet. Et ça, je pense que c'est un petit peu le même phénomène que quand on veut écrire un roman ou un article scientifique dans des disciplines comme les nôtres, où il y a quand même une manière d'écrire qui est attendue. Ben oui, moi, je comprends ça. Ouais. Ouais. Donc voilà, c'est là où je peux arriver à procrastiner bien. Si tu devais retenir un seul objectif de ta carrière, lequel serait-il? Être un bon prof. En pédagogie. Moi, ça a été le plus important. Si j'ai fait enseignant-chercheur, c'est d'abord pour être enseignant, plus que pour être chercheur. Après, j'ai une appétence à la recherche. Comme on n'est pas obligé de s'éparpiller, donc c'est vrai que là-dessus, c'est plutôt agréable. Donc, on est vraiment sur des thématiques sur lesquelles, en plus, on est en expertise. Oui. Mais. Et pas ça, toi, ta thèse, t'as dit 2008, c'est ça je l'ai terminée en 2007. 2007 et donc j'ai été recruté en 2008.
Donc oui, ça fait une quinzaine d'années Ça fait que tu un peu plus, compris la thèse, presque ça 20 fait ans. 20 ans, ça fait 20 ans que je suis ouais. sur le sujet de la fonction publique. 20 ans. Donc forcément, oui, il y a une expertise. Donc il y a une expertise, donc Mm. là-dessus on est assez confortable, donc et puis voilà. Mais moi c'était vraiment être prof. C'était vraiment l'objectif, c'était ça, c'était être prof. Après, Enseigner. honnêtement, je pense que le challenge est atteint, hein, parce que pour le coup, tu as quand même très bonne réputation, très bonne presse auprès des étudiants dans ta qualité d'enseignement. Et puis je peux témoigner aussi, hein, parce que même si c'était il y a quelques années, il y a 2 ans quoi, maximum, Ah, mais je me suis que amélioré j'étais... depuis. oui, j'imagine que ça n'a même plus rien à voir. Mais vraiment, en tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, j'ai toujours senti le souci de bien faire dans ta manière de fonctionner dans l'enseignement. C'est gentil, merci. Toujours eu envie que les gens comprennent quand tu expliques quelque chose, prendre le temps qu'il faut pour que les gens comprennent aussi, et faire en sorte que les enseignements soient utiles. C'est-à-dire pas faire quelque chose parce qu'il faut le faire, mais que voilà, les étudiants ils repartent avec quelque chose, quoi. Et ça se sent... Enfin, moi, j'ai ce souvenir clair que ça se sentait très fort Ouais. dans ta manière de faire, et vraiment très, très agréable. C'est gentil de me le dire, parce que c'est ce que j'essaye de faire. Non, mais c'était le cas. Hein, Modestement. pour le coup, je me sens pas du tout obligé de le dire. Hein. Mm. Tu peux lâcher le couteau maintenant. Ouais. Non, il y avait une question surprise en plus. Oui, il y a une question surprise. Alors tu vas pouvoir regarder l'écran. Et voilà la question. Salut Nicolas. Je crois que Vanessa a une question pour toi, pour ton vendredi de la recherche. Donc je laisse la parole à Vanessa. Merci Yadi. Donc une petite question à notre cher collègue qui nous lâche lâchement pour Nouméa, mais on le comprend. Une petite question. Quelle est la thématique du colloque international que tu vas organiser nous permettant de venir te voir, donc de joindre l'utile à l'agréable, faire de la recherche collaborative avec ton équipe d'accueil et notre équipe. Merci. Merci Nicolas. Il y a plein de colloques internationaux qu'on peut faire. Bon, déjà, peut-être revenir sur la sur première ce partie départ, de la question. voilà. Ouais, bah oui, disons qu'après 20 ans, ouais, j'ai eu une opportunité. Je pars 4 ans en Nouvelle-Calédonie. Hein. Donc c'est vrai que ça fait drôle quand même de se dire qu'on ne sera plus là d'ici dans 15 jours, puisque je pars dans 15 jours. Oui, donc juste après juste après. le colloque. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai contacté en disant quand même, je vais faire un vendredi de la recherche, parce que peut-être que dans 4 ans, j'espère que ça existera encore. Mais... en tout cas, plus sous la même forme, certainement, parce qu'on aura épuisé, je pense, les chercheurs de l'université. Mais en tout cas, les vendredis de la recherche, voilà. Je pense que ça restera. Donc voilà, et donc je pars dans 2 semaines pour 4 ans en Nouvelle-Calédonie. C'est un contrat de délégation, donc ça veut dire que je ne suis pas appelé à rester là-bas, mais j'y vais. Oui. Et donc voilà, l'idée c'est une période déterminée, tu es censé revenir au bout de 4 ans. Tout à fait. Tu es censé revenir au bout de 4 ans. Et le but, voilà, c'est de découvrir la Nouvelle-Calédonie et le droit néo-calédonien. Oui, alors par contre, oui, en plus en termes juridiques, c'est hyper intéressant. Il y a plein de spécificités. En droit administratif, en tout cas, il y a de quoi se faire plaisir. Il y a même un code de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie qui est en cours d'élaboration. Donc, ne serait-ce que ça, déjà, oui, je suis ravi. C'est suffisant. Donc, un colloque international, mais plein de thèmes, Madame Monteillé. Bien évidemment, on peut faire un colloque sur le droit nucléaire, puisqu'il y a le projet d'installation d'une centrale, d'une installation nucléaire de base sur la Nouvelle-Calédonie. Donc, on peut utiliser notre expertise. On peut après partir sur des sujets un peu plus académiques. Moi, je pense que le bien-être au travail, dans les relations humaines, ça peut être un sujet de colloque intéressant. Voilà, donc il y a plein de choses à faire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit... Alors, je ne sais pas si tu as encore toutes les infos sur ton affectation exactement, mais tu sais quelle équipe de recherche tu rejoins? Alors, je rejoins une équipe de recherche qui s'appelle le Laboratoire de recherche juridique et économique, le LARGE. D'accord. C'est joli. C'est parfait. Tu prends le large. Voilà, je prends le large et je rejoins le large. Et donc, c'est le labo qui réunit tous les enseignants-chercheurs du département droit, économie, gestion, parce qu'ils ont aussi des départements qui sont organisés comme l'université de Lille. Et donc, éco-gestion sont tous rattachés au large, qui est un labo qui est donc pluridisciplinaire, mais dans un champ disciplinaire qui est, par exemple, moins important que celui de Chrome actuellement. Oui. Puisque oui, bien sûr. On reste de la SHS et puis on reste dans le même secteur de formation, c'est-à-dire droit éco-gestion, on est sur le plus proche. Et puis
Donc c'est un laboratoire qui est très dynamique. Ils ont des publications très régulières, et puis la volonté d'ouvrir à la fois des thèmes de recherche et en même temps que ça soit utile au territoire sur lequel ils sont, la Nouvelle-Calédonie. Donc des thématiques qui puissent à la fois convenir à la Nouvelle-Calédonie et qui puissent être plus générales, donc on peut en trouver beaucoup. Oui, Parce que là, le thème n'est pas fixé, c'est-à-dire qu'on n'est pas tenu par un thème particulier. On est tenu plutôt au thème sur l'utilité pour le territoire de la Nouvelle-Calédonie d'un certain nombre de choses, mais donc si un thème s'y prête, il peut tout à fait avoir les deux aspects. Oui, donc toi, t'orientais vers le statut fonction publique. Moi, le statut de la fonction publique, mais ils ont un statut déjà dérogatoire. Enfin, Oui. la fonction publique territoriale ne relève plus de l'application de la loi nationale. Donc les 40 ans qu'on fête le 26 janvier, on fête une loi qui ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie. Là, ils ont un statut dérogatoire et donc ils ont une profusion de textes et ils essayent de faire un code justement pour que ce soit plus lisible. Donc c'est bien. Oui. C'est une belle c'est démarche. un joli projet en tout C'est cas. un joli projet. On est un peu triste de te voir partir, bien sûr, mais en tout cas, Alors moi, j'avoue que Paris, je suis content d'y aller, mais je suis aussi triste de partir. Oui, je comprends. Ça fait Il y a une sorte d'ambivalence, un peu schizophrénie, mais c'est pas la première fois. Ouais. Après, c'est un choix de vie, de carrière qui permet aussi de prendre une respiration. On est jaloux, on nous dit Yableba sur le chat, oui. Mais oui, on peut comprendre. Je comprends que vous soyez jaloux. Oui, après, voilà, ce côté Non, c'est une belle aventure. De partir du point de vers vue de nouveaux humain, territoires. professionnel, familial, c'est une super aventure. Donc, mais bon, c'est vrai que moi, ça fait 20 ans que je suis sur Nîmes, et quand j'ai fait mon dernier cours en L de droit, je leur disais que c'était le dernier cours que je faisais sur Nîmes avant longtemps. Ça m'a un peu cueilli. Oui, oui, parce que et puis on a un établissement avec on a la chance d'avoir un établissement qui bouge beaucoup, qui évolue beaucoup, mais ça veut dire aussi qu'en 20 ans, il s'est complètement transformé. Hein. Je peux témoigner aussi, puisque nous, c'est de 2007, les statuts, les premiers statuts de l'université à titre expérimental. Dans 3 ans, ça fera 20 ans. Donc voilà, tu as connu vraiment la construction aussi de l'établissement. Il y avait un établissement autonome avec le CUFR, le Centre universitaire de formation et de recherche. Alors qu'il n'y avait pas les possibilités d'une université, mais déjà qui était sur le statut d'autonomie. C'est-à-dire qu'on ne relevait plus de Montpellier, ni d'Aix, ni de qui que ce soit. Oui. Déjà quand on était CUFR. Tout à fait. Donc l'université elle existe depuis 2007, statut dérogatoire expérimental, et 2012 confirmation. Et ça. 2024 nouveau statut. C'est ça. Et 2024 sans Nicolas du coup. Sans moi. Mais retour 2028. Retour 2028. Voilà. Et puis entre temps, on trouvera, j'imagine, plein de sujets de collaboration, parce que c'est aussi une belle opportunité pour l'université de Nîmes aussi d'avoir des anciens chercheurs qui s'exportent, qui vont nous permettre aussi de rester en contact, de voir si des collaborations sont possibles, si on peut faire des choses ensemble. Et donc c'est une super opportunité pour tout le monde finalement aussi. Donc en tout cas, je pense que je me fais la voix de l'université en te souhaitant que ça se passe bien, que tu trouves bien ta place, que tu arrives à conduire les projets que tu auras envie de conduire sur place. Et que ce sera une expérience enrichissante pour toi, pour ta famille aussi. Merci. Tout le monde s'y plaira. Merci beaucoup. Et bien, avec plaisir. Et du coup, dernière rubrique. C'est la rubrique de la page blanche. Alors celle-là, je pense que tu aurais aimé avoir l'info avant. Puisque tu vas pouvoir te saisir du feutre avec lequel tu joues depuis tout à l'heure. Et je vais te remettre une page blanche. N'importe quel sens, portrait, paysage, ce que tu veux. Et tu vas pouvoir laisser libre cours à ton expression. Ça peut être un mot, une phrase, un dessin. Il n'y a aucune consigne. Ce qui te passe par la tête en lien avec ce que tu auras envie de mettre en lien. Et voilà, donc pour les gens qui suivent la chaîne Twitch de l'université, sachez que la semaine prochaine, on reprend une programmation un petit peu plus normale. Prochaine diffusion, c'est Unimatin avec Tom, que vous retrouvez autour de 8h, 8h15 le lundi matin. Et ensuite, on a notre team d'étudiants avec, je crois, Césonard,
qui reprend et d'autres formats aussi, mais j'ai pas la programmation sous les yeux, donc je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que Tom m'a dit que Saisonard avait lieu. La semaine prochaine aussi, on aura un vendredi. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Je te laisse présenter ton œuvre. Attends, je te mets la caméra là. C'est une Vas-y. œuvre, je suis très très bon en dessin. Donc, c'est juste un texte et c'est Au revoir sur un drapeau. assez explicite. Donc, au revoir, c'est-à-dire qu'on se reverra. Oui, tout à fait. On ne sait pas quand, c'est une promesse. Oui. Mais c'est une promesse que je compte honorer. Eh ben, super. Merci beaucoup. Merci pour ce dessin qu'on gardera précieusement. Je vais juste te demander de le signer. Juste pour qu'on puisse se rappeler, même si je pense que celui-là, on arrivera à l'attribuer assez facilement. Et voilà, comme ça, on les garde et on en fait des cartes postales que tu peux regarder. Tu mets toutes derrière toi. Ah oui. Ah non, c'est pas une vanne. Hein. Ah non, j'aurais dû regarder. On fait vraiment des cartes postales. J'aurais dû regarder l'émission avant. oui. Bon, mais merci beaucoup en tout cas. Merci. C'était vraiment Merci un grand beaucoup, plaisir Yannick. de t'avoir. Et puis, on se retrouve très vite pour ton colloque et on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci. À bientôt tout le À monde. bientôt. Au revoir.